Je m'appelle Ezra et ce que je vais vous raconter va vous glacer le sang. Durant l'été dernier, j'étais en train d'explorer un ancien cimetière un peu à l'extérieur de la petite ville où j'habite. Ce cimetière contenait des tombes de l'époque canaanite et avait donc des milliers d'années d'âge. Plusieurs tombes dans cette zone n'ont jamais été exhumées, donc le cimetière où j'étais ressemblait à une énorme colline basse et pleine de petits fossés référant aux emplacements des tombes. Donc j'étais en train de me promener entre ces tombes qui étaient creusées très en profondeur dans le sol, puis ramifiées avec différents endroits creusés dans le rocher pour que les membres d'une même famille puissent y reposer en paix. Certaines tombes étaient ouvertes et très profondes. Je me suis un petit peu trop rapprochée du bord de l'une d'entre elles et je suis tombée dedans. Après une chute de 5 mètres, je me suis retrouvée emprisonnée dans cette tombe. Le creux était complètement vertical et les côtés étaient faits de pierres friables et de gravats. Il était environ midi, en plein été, et le soleil me tapait en pleine tête. Je n'avais ni eau ni téléphone avec moi, car mon téléphone portable ne captait pas le réseau à cette profondeur. J'étais terrifiée et le pire était de savoir que je n'avais dit à personne où j'allais ni quand est-ce que je prévoyais rentrer. Donc, un très long moment va passer avant que qui que ce soit ne se rende compte de mon absence et je ne pense pas qu'il viendrait me chercher ici en premier. J'étais juste debout au fond de ce trou béant, regardant vers le haut, vers le sol, exposé au soleil brûlant. La poussière m'entourait de partout et la chaleur commençait à devenir de plus en plus oppressante et pesante quand j'ai réalisé combien cet endroit est silencieux et étouffant. Je me sentais vraiment horriblement mal, bloquée dans une ancienne tombe, enterrée à ciel ouvert. Je sentais que je commençais à faire partie de ce silence mortuaire, que cet endroit trimballe depuis des millénaires. À un moment, j'ai bien essayé d'escalader les parois, mais elles étaient trop érodées et s'effondraient à chaque fois que j'essayais de me hisser vers le haut. J'avais vraiment peur de causer l'éboulement de l'un des murs et de devenir la personne la plus récente à s'être fait enterrer dans ce cimetière. J'ai alors paniqué. Puis je me suis roulée en boule dans la terre et j'ai commencé à pleurer. J'étais bloquée pendant environ 15 minutes avant d'avoir commencé à me calmer. Je suis revenue vers les murs et j'ai commencé à m'élever vers la surface en m'appuyant sur les racines qui sortaient de la terre, puis en cherchant des zones d'appui sur des pierres qui semblaient solides. Après de longues minutes, j'ai finalement réussi à m'extirper de ma prison. Je me suis sentie tellement euphorique en quittant cette tombe. Je n'étais pas bloquée dans un simple trou. C'était un endroit fait pour les morts et j'en ai fait partie pendant un moment. Je suis très chanceux de m'en être sorti vivant car je sais pertinemment que j'aurais facilement pu succomber à la déshydratation, m'évanouir ou mourir, ou que l'une des parois s'effondre et que je meure suffoquée. Bref, n'allez jamais nulle part sans prévenir au moins une personne de l'endroit où vous allez. Et quand est-ce que vous comptiez revenir? Je m'appelle John. Il était tard ce soir-là, probablement 21h, et je marchais dans la rue sans aucune raison particulière. Je faisais juste souvent de longues promenades lorsque je discutais au téléphone, et ce soir-là, j'étais justement au téléphone avec ma mère. Je descendais la rue quand tout à coup, ce sans-abri a commencé à marcher vers moi. Je l'ai reconnu car il m'avait demandé de l'argent plusieurs fois quand je passais par là. Il avait un tatouage d'araignée distinctif sur son cou et j'ai entendu dire qu'un propriétaire de magasin dans le quartier l'appelait Spider. Arrivé à mon niveau, il a marmonné « Hey, où se trouve San Francisco ?» J'ai fait un pas vers la gauche pour m'écarter de son chemin et il a fait un pas vers la gauche. J'ai fait un pas vers la droite et il a fait pareil en me fixant du regard. « Je vais devoir te rappeler, maman. » J'ai rapidement dit avant de raccrocher le téléphone. Puis, je me suis tournée vers Spider et j'ai dit d'un ton ferme « Prends ce chemin, mec », en lui montrant un passage sur le trottoir à côté de moi. Spider a hoché la tête, puis a trébuché en avant et a continué son chemin.
Il était très ivre et pouvait à peine se tenir debout. Mais pour une raison ou une autre, l'incident m'a un peu foutu la trouille. Alors j'ai décidé de prendre le prochain bus en direction de mon appartement au lieu de rentrer à pied comme je faisais d'habitude. Il faut dire que je m'étais relativement éloignée de ma maison et le bus semblait ma meilleure option. Donc j'ai commencé à jogger vers la station de bus la plus proche. J'ai couru pendant 3 ou 4 minutes sur une dizaine de blocs, puis j'ai traversé la rue et j'ai sauté dans un bus qui venait de s'arrêter et qui passerait par mon quartier. Ce que j'ai vu ensuite me donne des frissons jusqu'à aujourd'hui. Spider marchait droit vers le bus. Il semblait marcher tout à fait normalement et assez rapidement en fait. Mes yeux étaient écarquillés et mon cœur a commencé à s'emballer. Il s'approchait rapidement du bus alors que je n'arrêtais pas de souhaiter que le chauffeur ferme les portes avant que Spider ne les atteigne. Quand il s'était approché suffisamment du bus, il a commencé à crier et à me regarder avec des yeux vides et menaçants. Il s'apprêtait à monter quand le chauffeur a finalement refermé les portes et le bus est reparti. Je l'ai observé alors qu'il était debout au milieu de la rue à regarder le bus s'éloigner. C'était impossible. J'avais regardé ce type incapable de marcher à peine me dépasser dans le sens opposé. J'avais alors commencé à m'enfuir de là où il se dirigeait et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce mec est arrivé au même bus que moi en même temps. La seule chose que je puisse envisager et qui n'a vraiment pas beaucoup de sens, c'est que quelqu'un l'a emmené en voiture. Mais alors, pourquoi essayait-il de monter dans le bus? J'ai rejoué ça une centaine de fois dans ma tête pour comprendre, mais j'ai jamais réussi. Betty nous raconte que durant les vacances de printemps de 2007, elle avait décidé avec une amie à elle, Nancy, de faire un road trip dans le désert sud-est des États-Unis, dans une zone communément appelée The Four Corner Area. Elle nous dit qu'elles ont pris un genre de camping-car qui appartenait à Nancy et ont entamé leur road trip. Betty nous raconte qu'elles s'étaient bien amusées et qu'elles avaient visité plein d'endroits. Pour faire court, elles ont traversé le Kansas, le Colorado et le sud de l'Utah pour se retrouver en Arizona. Elles ont campé, fait de la rando et de l'escalade dans des endroits très reculés mais vraiment très très beaux. Et elles ont même vu des endroits qui pourraient être considérés comme étant des sites historiques. Bref, elles ont vraiment pris leur pied pendant ce road trip, enfin jusque-là. Après, de l'Arizona, elles avaient décidé d'aller rejoindre le Nouveau-Mexique à travers un raccourci, un genre de chemin de terre non mappé et même pas indiqué sur la route. Bon, déjà ici, ça sent l'embrouille, hein. Mais elles ont insisté à demander leur chemin à un genre de station-service et le gars leur a répondu texto « Pourquoi voulez-vous aller sur cette route? Ce n'est pas un endroit pour vous et vous devriez juste rester sur l'autoroute. » Jeunes et intrépides, Betty et Nancy ont insisté et le gars a fini par leur indiquer le chemin à prendre. La route était tellement isolée qu'en 2 jours, elles n'ont rien vu sauf 2 avions de chasse et de gros lièvres qui sortaient toutes les nuits. Le 2e jour, après avoir fait de l'escalade, elles se sont mises à chercher un petit site pour camper et passer la nuit. La carte disait qu'il y avait un lac à proximité, donc elles ont entrepris de chercher ce lac-là pour camper à côté. Après énormément de recherches, du haut d'une colline, elles ont aperçu le lac. C'était un petit lac salé au fond d'un grand cratère avec quelques bâtiments abandonnés à sa rive. Sur la route pour rejoindre le lac, il y avait une petite barrière, donc elles ont dû laisser leur véhicule et continuer à pied jusqu'au lac et au bâtiment. Une fois en bas, elles ont vu que les bâtiments étaient en fait une ancienne mine de sel et qui a probablement cessé de fonctionner dans les années 70. Cependant, tout était encore là. Les grues, les tracteurs, un entrepôt. C'était comme si les gens étaient partis et avaient l'intention de revenir, mais sans l'avoir jamais fait. De l'autre côté du lac se trouvaient quelques maisons. C'était à environ 1,6 km à pied en contournant le lac. Elles ont donc décidé d'y aller et d'y regarder un petit peu ce qui se passait. Sur le chemin, il y avait un cône de scories d'environ 30 mètres sur la rive du lac. Pour ceux qui ne le savent pas, les scories sont les laves volcaniques refroidies. Puis il y avait un genre de sentier battu qui menait jusqu'au sommet du cône.
Elles ont suivi ce sentier. Comme au sommet du cratère, elles ont pu distinguer un bassin au fond, elles ont décidé de suivre le chemin qui descendait dans le cône. C'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres en fait. Il y avait des centaines de figures en battant sur les bords du bassin qui se trouvaient dans le cône. Certains flottaient, mais la plupart étaient échoués sur les rochers. Certaines figures représentaient des gens, d'autres des animaux et d'autres encore des attrape-rêves. Faites en fait à partir de brindilles rassemblées avec du cordon. Betty nous dit que là, elles avaient un petit peu flippé et qu'elles ne voulaient pas rester encore longtemps dans ce cône-là. Il leur restait 1 heure avant la tombée de la nuit, donc elles avaient décidé de quitter ce trou et de continuer vers les maisons. Sérieusement, à leur place, j'aurais quitté l'endroit illico presto. Elle nous dit qu'elles étaient arrivées aux maisons sur la rive opposée de la mine de sel. L'une des maisons était encore viable, tandis que les autres avaient perdu une partie de leur plafond. Il y avait des graffitis sur les murs, puis sur un mur, on pouvait lire en grandes lettres moulées un tag noir qui disait « Dégagez ». À l'extérieur, il y avait des poteaux téléphoniques, mais les fils étaient brisés. C'était simplement un petit village abandonné, rien de flippant. Et les filles restent encore. La nuit était presque tombée maintenant, donc elles étaient revenues à leur camping-car pour chercher leur matériel de camping, car oui, elles ont décidé de camper dans l'ancienne mine. Il y avait plusieurs énormes dalles de béton avec des côtés d'environ 60 cm de haut. Ces dalles formant un genre d'abri, les filles s'y sentaient plutôt à l'aise. Elles ont dîné et se sont couchées tranquillement. Et puis, Betty nous dit que Nancy l'a réveillée en l'urgeant de regarder vers le lac. Là, elle s'assoit sur son sac de couchage mais ne peut pas voir le lac à cause du muret de dalles. Alors, elle se lève et regarde encore. Tout le lac, d'une rive à l'autre, brillait d'un bleu terne. Les filles regardaient le lac, essayaient de trouver des explications logiques. Nancy pensait à un rayonnement chimique du genre uranium, alors que Betty avait opté pour des bactéries bioluminescentes. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Parce que là, Betty nous fait un petit rappel et elle nous dit en fait que de toute la journée jusqu'au moment où elle s'était couchée, il n'y avait pas de vent, même pas une brise en fait. Mais d'un coup, le vent avait commencé à souffler et à souffler fort. Avec le vent, elles ont entendu un bruit, un genre de bourdonnement qui était très fort, qui montait et qui baissait en volume d'une manière très rythmique. C'était un bruit fort et assourdissant à un point que les filles étaient obligées de crier pour pouvoir parler. Le bruit en fait était complètement dissocié du bruit du vent. Betty nous dit qu'elle a observé avec effroi la couleur du lac changer et passer du bleu terne vers le bleu clair puis le blanc. Il lui semblait qu'une flamme blanche de 10 mètres sortait du centre du lac et éclairait la rive et les environs, comme si c'était la lumière du jour en fait. Le bourdonnement était toujours là et est resté tout aussi fort que le vent. Ça a duré plus d'1 heure. Puis, le bruit s'est arrêté tout aussi soudainement qu'il a commencé. Mais il y avait encore un peu de vent et une lueur vive au lac. La lueur a fini par s'atténuer petit à petit et les filles ont fait de leur mieux pour se rendormir. Peu après, elles ont été réveillées par les coyotes, hurlant tout autour de leur campement. Les hurlements se rapprochaient et s'éloignaient. Betty nous assure qu'il y en avait même qui étaient très proches de leur campement. Le lac, maintenant, était complètement noir, malgré qu'il y avait une lune dans le ciel. Là, elles étaient tellement flippées qu'elles n'ont pas pu se rendormir. Elles sont restées blotties l'une contre l'autre jusqu'au lever du soleil, quand les coyotes ont fini par partir. Elles ont alors rapidement emballé leurs affaires et sont retournées à leur camping-car. Une fois arrivées, elles ont remarqué avec horreur qu'il y avait des traces de pas humaines autour de leur véhicule. Il semblait en fait qu'une personne aux pieds nus aurait fait 2 fois le tour de leur camping-car. Les pas venaient du cône de scorie et y revenaient. Betty nous dit qu'avec ce dernier spectacle flippant, elles ont vite fait de jeter leurs affaires dans le camping-car et de déguerpir à toute vitesse. Quand elles ont fini par rejoindre une route fréquentée, elles se sont arrêtées dans la première ville sur leur chemin pour mettre de l'essence et pour manger un bout et se remettre de leurs émotions.
Elles étaient tellement secouées que la serveuse leur a demandé si elles allaient bien. Là, Betty lui répond qu'elles ont eu une nuit difficile en campant dans le lac la nuit dernière en lui indiquant l'endroit. La serveuse a alors commencé à rire et leur a dit « Ils n'aiment pas les visiteurs ». Betty lui demande alors « Qui sont-ils » et la serveuse lui dit simplement « Peu importe » avant de leur demander leur commande. Pour le reste de leur road trip, Betty nous explique qu'elles s'en étaient tenues aux routes principales et aux terrains de camping sécurisés. Une fois rentrée chez elle, elle a fait une petite recherche sur ce lac et elle nous dit qu'il s'est avéré être un genre de centre spirituel pour les tribus locales et que justement il y avait les tribus des Navajos, des Unis et des Apaches qui étaient juste à côté. Betty finit par nous confier que c'était sans aucun doute la chose la plus étrange qu'elle n'ait jamais vécue et que 14 ans après, elle n'arrive toujours pas à expliquer ces événements et qu'elle en a toujours des sueurs froides rien qu'en y pensant. Vous pouvez m'appeler Damien. J'ai eu pas mal de frayeurs dans ma vie, mais cette aventure sort distinctement du lot. Dans les années 80, je faisais pas mal de voyages en solo dans la nature. La première fois, c'était parce que tous ceux qui partaient avec moi se sont désistés une semaine auparavant. Et j'y suis quand même allée. J'avais trouvé l'expérience tellement exaltante que j'en ai fait plein d'autres par après. Cette histoire concerne mon dernier trek en solo. J'étais dans les montagnes de Wind River au Wyoming. C'était un endroit que j'avais traversé plusieurs fois et la boucle sur laquelle je me trouvais m'était très familière. J'étais bien équipée, très expérimentée et comme toujours, j'étais armée. Je portais une arme à feu avec moi. Les grizzlies n'étaient pas une menace à cette période de l'année. Donc, le pistolet était principalement là pour me protéger contre les cougars, les ours noirs ou tout autre animal à deux pattes que je pourrais rencontrer. Je parlais d'êtres humains si ce n'était pas assez clair. D'ailleurs, cette histoire concerne ce genre de vermine. Avant d'aller plus loin, je veux vous donner quelques précisions. Premièrement, une chose que j'ai apprise lors de mes randonnées en solo, c'est qu'après environ une journée, on devient hyper conscient de notre solitude dans la nature. Lors de ce genre de voyage, il m'arrivait souvent que, sans raison apparente, alors que je marchais, mon attention soit attirée vers une direction, et que, 30 ou 40 minutes après, un groupe de randonneurs ou des cavaliers apparaissait. Pour vous dire que ma conscience de leur présence se produisait bien avant que je ne puisse les voir ou les entendre. J'ai aussi vu beaucoup plus d'animaux lors de mes voyages en solo que lorsque j'étais en groupe. En partie parce qu'on est plus calme quand on est tout seul, qu'on fait donc moins de bruit et qu'on est moins menaçant pour les animaux. L'autre chose est que si l'on passe beaucoup de temps dans les montagnes rocheuses des forêts nationales, ça arrive de temps en temps de rencontrer la version sauvage des SDF si on veut. De temps en temps, lors des randonnées de groupe, nous rencontrions des hommes qui étaient clairement dans ces montagnes depuis longtemps. Leurs vêtements et leurs équipements étaient sales, en lambeaux et usés. Ils étaient eux-mêmes crasseux et fortement bronzés à cause d'une exposition constante au soleil et à la fumée d'un feu de camp épaisse. Ils portaient presque toujours des armes à feu et parlaient très peu. Ils étaient souvent limite flippants parce qu'ils regardaient avec avidité l'équipement relativement nouveau que nous avions. Pour revenir à notre histoire, donc j'étais seule en randonnée et il était midi, le 3e jour d'une boucle de 7 jours. Lorsque j'ai senti que j'étais suivie. Mes boucles en solo restaient généralement sur les sentiers et c'est ce que j'avais fait jusque-là. Cet après-midi-là, je n'arrêtais pas de m'arrêter et de regarder autour de moi. Je m'attendais à ce qu'un groupe de randonneurs ou des cavaliers me rattrape. J'en avais dépassé plusieurs, mais étonnamment, aucun groupe ne m'avait rattrapé. À la fin de l'après-midi, avec ce sentiment d'être suivi qui ne me lâchait pas, je me suis éloignée du sentier et j'ai grimpé sur une crête rocheuse où je me suis mise à couvert et j'ai regardé. Une partie de moi se sentait stupide et paranoïaque. Et juste au moment où je commençais à me reprocher d'être trop paranoïaque, il est apparu. C'était un homme qui ressemblait plus à un épouvantail qu'à un être humain. Il était en haillons, mince et noirci par le soleil. Il descendait le sentier furtivement.
et s'arrêtait de temps en temps pour regarder devant lui avec une paire de jumelles toute cabossée. Je le regardais moi-même à travers des jumelles pour pouvoir le voir en détail. Il était maigre, avec des cheveux en bataille et la peau complètement noircie de fumée. C'était impossible de deviner son âge. Il portait un chapeau en feutre complètement délabré. Son équipement et ses vêtements étaient en lambeaux et il avait ce qui semblait être un fusil semi-automatique usé attaché à son sac à dos. Je ne sais pas s'il a vu la réflexion de la lumière du soleil sur mes jumelles ou s'il avait les mêmes sens aiguisés que j'ai mentionnés au début, mais il a regardé tout près de l'endroit où j'étais caché. Puis il a disparu de mon champ de vision en avançant dans le sentier où une épaisse broussaille me bloquait la vue. Il n'est pas réapparu, mais je savais qu'il était là, quelque part, en train de regarder. Je n'étais pas complètement convaincue qu'il me suivait, mais j'ai discrètement traversé les rochers et les broussailles jusqu'à ce que je sois au-dessus de la crête et dans l'ombre. J'avais environ 3 heures jusqu'à l'obscurité totale. Je savais exactement où j'étais pour avoir fait une demi-douzaine de randonnées dans cette région, et j'ai décidé, pour la première fois, de sortir des sentiers battus. Donc, au lieu de descendre la crête et de suivre le sentier, je l'ai coupé en diagonale et j'ai traversé la forêt en douce sur environ 1,5 km. J'étais toujours silencieux lors de mes randonnées, mais là, je me faufilais discrètement comme un chasseur. Une partie de mon cerveau me disait que j'étais stupide et paranoïaque, mais j'ai décidé de faire confiance à mon instinct. Je me suis finalement retrouvée à avancer parallèlement au sentier, mais à plusieurs kilomètres de celui-ci. Mon espoir était de finalement rejoindre le sentier le lendemain environ avec ce mec qui serait devant moi au lieu de derrière moi. Avec l'obscurité qui s'installait, j'ai escaladé une deuxième crête rocheuse en restant à couvert jusqu'à ce que je me retrouve un coin bien caché par les rochers et les arbres. Heureusement, je n'ai jamais fait de feu de camp car je préférais utiliser un réchaud de randonnée. Cette nuit-là n'a pas dérogé à la règle, ce qui m'a permis de rester invisible. J'ai dîné, puis je me suis tapie dans l'obscurité et j'ai surveillé le chemin par où j'étais passée. Au loin, à environ 6 km dans la vallée, je pouvais distinguer la faible lueur d'un petit feu de camp. À cet instant, je me suis dit « Non, ce n'est sûrement pas lui, il ne pouvait pas savoir que j'étais hors piste. » Je me suis alors empressée de vérifier que mon pistolet était chargé avant de me rouler dans mon sac de couchage. Mon plan était de reprendre ma route dès que l'aube aura commencé à illuminer la forêt. Je voulais mettre le plus de distance possible entre moi et ce type. Mon instinct me disait que ce type me pistait et qu'il était maintenant impossible qu'il soit devant moi à ma sortie sur une piste. Je savais d'une manière ou d'une autre que j'avais environ 38 km à pied de ma voiture et que j'étais suivie. Je me suis réveillée à 4 heures du matin, dans l'obscurité totale. L'aube était due à dans 2h30 environ. J'ai vite récupéré mes jumelles et j'ai regardé dans sa direction, mais je n'ai rien vu d'autre que les formes sombres des montagnes qui m'entouraient. Son feu de camp était éteint. Dès qu'il y avait assez de lueur pour avancer, je suis partie. Je randonnais dans une version plus large de ma boucle de sentier prévue, ce qui risquait d'ajouter un autre jour de marche. Mais heureusement, j'avais assez de nourriture supplémentaire et je m'étais donné 2 jours supplémentaires de vacances pour la randonnée. Comme la journée précédente, ce matin-là, je me suis arrêtée souvent pour regarder derrière moi, mais je ne l'avais pas vraiment aperçu. Par contre, j'ai bien vu le reflet de la lumière réfléchie par ses jumelles lorsqu'il les sortait pour me localiser. J'étais loin d'être détendue comme lors de mes précédentes randonnées, et j'avais des frissons qui me parcouraient tout le corps. J'essayais de me rassurer en me disant qu'il finirait par se désintéresser de moi quand il ne me trouvera pas. Donc j'ai marché rapidement, mais silencieusement. Mon sac et ma veste étaient vert foncé et mon pantalon était gris ardoise, donc je me fondais très bien dans le décor de Wind River. Je me suis efforcée de me concentrer sur le fait de couvrir le plus de terrain possible tout en veillant à cacher ma progression. Donc je suis restée sur un sol sec et rocailleux pour éviter de laisser des empreintes de pas. J'ai mangé tout en marchant un peu de viande séchée et bu un peu d'eau pour avoir des forces. Cependant, malgré tout ça, je pouvais encore sentir cet enfoiré derrière moi, mais je ne savais pas quelle distance nous séparait.
Au crépuscule, je me suis arrêtée et j'ai fait un campement caché dans une crevasse d'un immense champ de rochers qui couvrait le côté de l'un des sommets des Rocheuses. J'étais à plus de 3000 mètres d'altitude. Comme je l'ai fait la nuit précédente, j'ai surveillé le chemin parcouru avec les jumelles. Mon cœur a bondi de terreur lorsque j'ai vu qu'à moins de 1,5 km de moi, il y avait le scintillement d'un petit feu de camp. Et pire encore, j'ai vu la lueur intermittente de ce qui était manifestement une cigarette allumée à moins de 200 mètres en dessous de ma position. À ce stade, j'avais une grosse boule au ventre. Ça ne faisait aucun doute que cet enculé me traquait. J'étais en plein milieu d'un jeu pervers de chats et de souris, au plus profond de la plus grande étendue sauvage des États-Unis d'Amérique. Vraiment effrayée, je me suis empressée de tout emballer, sauf mon sac de couchage, mon tapis de sol et mon pistolet. J'avais un plan en tête, alors j'ai réglé l'alarme de ma montre à 2 heures du matin et j'ai eu quelques heures de sommeil agité. À 2 heures tapantes, ma montre a émis un bip presque inaudible, mais qui a suffi pour me réveiller immédiatement. La lune était pleine et la visibilité était bonne. Près de la vallée alpine dans laquelle je me trouvais, il y avait principalement des rochers avec seulement quelques conifères broussailleux. Alors, tenant mon pistolet dans une main, j'ai commencé à descendre prudemment le champ des rochers vers l'endroit où je pensais que son camp se trouvait. Le feu de camp était éteint, mais j'avais noté sa position par rapport à la montagne adjacente plus tôt en soirée. Après 45 minutes de progression, je n'avais plus besoin de me repérer, car je pouvais entendre ses ronflements rythmés et je sentais l'odeur de la fumée restante de son feu. J'ai entrepris de me mettre en hauteur juste au-dessus de son camp. Et 20 minutes plus tard, j'étais perché sur un affleurement rocheux, à 3 mètres au-dessus de sa silhouette endormie. Tout comme moi, il dormait à la belle étoile. La lune éclairait suffisamment pour que je puisse distinguer à peine son visage. J'ai vite banni l'idée de le réveiller sous la menace d'une arme, car je ne pouvais pas voir son fusil, ce qui signifiait qu'il était juste à côté de lui. Risquer de me lancer dans une fusillade nocturne semblait un petit peu trop extrême, surtout que dans l'absolu, ce n'était pas illégal pour lui de me suivre. C'était un domaine public, il n'avait rien fait de menaçant. J'avais juste besoin qu'il sache que je savais qu'il me suivait et que ça commençait à me faire flipper et à m'énerver. Donc je me suis rapprochée autant que je pouvais. J'ai sorti mon petit carnet à spirale et un crayon de mon sac banane. J'ai écrit « Je t'ai repéré avant-hier, je sais que tu me suis, mais je ne sais pas pourquoi. Ça commence à m'énerver. Arrête dans ma neige, ou ça pourrait dégénérer. J'aurais pu t'avoir ce soir, alors déplace-toi ailleurs et laisse-moi tranquille. » Ensuite, j'ai doucement ouvert le cylindre de mon pistolet et j'en ai soigneusement retiré une balle. Tout doucement, j'ai rampé vers son camp et je lui ai laissé le mou avec la balle au-dessus. J'ai pris soin d'ajouter 3 petits cailloux pour bien sécuriser la feuille. Je n'ai pas arrêté de l'entendre ronfler alors que je repartais vers mon campement. Il était déjà 4h30 lorsque je suis revenue à mon campement. J'ai commencé immédiatement à progresser à la lumière de ma lampe de poche, mais ça s'est avéré très dangereux, car avec la lune presque partie, la lampe de poche était insuffisante pour m'éclairer. J'ai à peine parcouru 500 mètres sur le flanc de la montagne que j'ai décidé d'attendre l'aube pour reprendre ma marche. Je m'assoupissais par intermittence, alors que des nuages sombres se profilaient au nord et qu'un vent froid s'élevait de la même direction. On était à la fin août, et les changements abrupts de climat dans ces régions étaient complètement normaux. On pouvait facilement passer de l'été à l'hiver. J'ai alors sorti ma surchemise en laine et je l'ai portée sous mon coupe-vent. 1 heure avant le lever du soleil, j'ai vu son feu de camp s'allumer. J'ai alors marché prudemment sur environ 200 mètres dans sa direction. J'ai mis mes mains en coupe pour que ma voix porte plus loin et j'ai crié « Je prépare des flocons d'avoine chaud avec du miel dans 1 minute. Je vais faire un bol avec du papier d'aluminium et t'en laisser si t'en veux. » Après une pause, je l'ai à peine entendu répondre « Je viens de manger. » J'ai crié « Alors je m'en vais. J'ai laissé un mot à l'extérieur de ton camp. Entre nous, tu devrais le lire. » Après cette conversation bizarre, j'ai effectivement fait bouillir de l'eau, pris des flocons d'avoine et du café. Puis, après avoir emballé mon équipement, je suis reparti. Au lieu de revenir progressivement vers le sentier, j'ai coupé brusquement vers l'ouest. Ce voyage était terminé.
Je ne m'amusais plus. J'étais fatiguée, effrayée et éreintée. Comme je l'avais prévu la veille, j'ai marché rapidement, aussi vite que je le pouvais. Mais cette fois, j'ai pris le temps de m'arrêter et de manger un repas chaud. Il faisait froid, il ventait et des averses de neige tombaient non-stop. À la tombée de la nuit, je ne me sentais plus suivie. Mais j'ai quand même pris mes jumelles et scruté les environs. Il n'y avait pas de feu de camp derrière moi. À l'aube, mon sac de couchage et le sol étaient recouverts d'une couche de neige. Ce jour-là et le lendemain, j'ai rejoint le sentier, mais j'étais complètement seule, à part quelques randonneurs à pied ou à cheval qui ont croisé mon chemin. En début de soirée du 6e jour, j'ai finalement atteint le début du sentier et ma voiture. J'ai immédiatement pris la route et j'ai parcouru 240 km vers l'est avant de m'arrêter au parc d'État de Guernsey, dans l'est du Wyoming. J'y ai dormi 4 ou 5 heures dans la voiture, puis je suis reparti. Au petit matin, un jour plus tard, j'étais de retour à Dallas. À ce jour, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce type m'a suivi. Cherchait-il à trouver un endroit où il pourrait me tendre une embuscade afin qu'il puisse prendre mon équipement et mon argent? C'est possible. Il s'est progressivement rapproché pendant qu'il me suivait. Cependant, il ne faisait pas très attention à cacher ses feux de camp. Peut-être qu'il m'a pris pour un novice qui ne remarquerait pas sa présence. C'est aussi probable qu'il ait pu être fatigué d'être seul dans la montagne pendant si longtemps, mais qu'il n'ait pas suffisamment de compétences sociales pour m'aborder. Quoi qu'il en soit, être suivi par quelqu'un dans une région sauvage et isolée est tout simplement effrayant. D'ailleurs, depuis, je n'ai plus jamais fait de randonnée en solo